نزول في اللون بمقران. Bonjour tout le monde, salam alaikum, مرحبا بكم إلى هذا الملتقى, هذا الندوة. Donc, dans le cadre de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme a consacré une thématique assez importante, à savoir la thématique des libertés. Et on sait pertinemment que c'est une question qui nous intéresse depuis pratiquement longtemps. C'est vrai que c'est une problématique large, mais elle s'inscrit justement dans cette logique de lutte de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, du moment qu'on a consacré l'année passée une thématique aussi sur la question des droits sociaux, économiques et culturels, et c'est une suite un petit peu logique par rapport aux travaux effectués par la Ligue. Donc s'interroger aujourd'hui sur la question des droits de la personne humaine débutera inévitablement par l'interrogation sur les raisons qui n'ont pas permis justement à ces droits d'atteindre leur objectif annoncé au préalable, en particulier par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Bien évidemment, c'est pratiquement le même questionnement philosophique concernant les libertés. Aujourd'hui, parler des libertés, il faut aussi parler de la nature du régime algérien, qui est d'une nature bien sûr policière et sécuritaire, et aussi de la loi sur les associations, la loi sur les partis politiques, la répression, la logique justement de l'état du siège dont on souffre depuis pratiquement longtemps. Le pouvoir, à chaque fois, il nous dit qu'on ne vit plus sur l'état de siège, sur l'état d'urgence, mais sur le terrain, vous êtes tous membres d'associations, ou sympathisants d'associations, ou sympathisants d'un parti politique, au moins des personnes ressources. Certainement, ils ont constaté ça depuis pratiquement longtemps, que nous vivons au jour d'aujourd'hui sous une situation d'état de siège et d'état d'urgence. Donc s'interroger aujourd'hui aussi sur la question des droits et des libertés est tout à fait fondamental. Nous vivons sous ce régime arbitraire et nous vivons malheureusement depuis quelques années une certaine régression totale en matière des droits de la personne humaine. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons invité quelques acteurs du mouvement, bien sûr, associatif, de certaines dynamiques associatives, qui vont nous parler aujourd'hui de cette question des libertés. Quel constat nous pouvons faire? Quel avenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Y a-t-il une nouvelle démarche pour arracher encore davantage d'autres espaces de liberté? Parmi, bien sûr, nos invités, il y aura ceux qui vont s'accentuer sur la question politique, d'autres sur la question juridique, d'autres bien évidemment sur la question des droits de l'homme d'une manière générale, et d'autres effectivement sur la question d'immigration, parce que nous vivons aujourd'hui aussi une situation très néfaste concernant les migrants. Je ne vais pas trop tarder, je vais laisser tout à l'heure la parole à tous nos invités que je remercie infiniment. Tout à l'heure, Madame Nassira va nous parler aussi de son expérience ou d'expérience de SOS en matière de liberté. Donc je vais laisser la parole à mon ami Aïssa Rahman, donc militant, avocat, militant des droits de l'homme, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, qui va nous parler aussi sur la question des libertés en Algérie. J'en suis sûr et certain, il va s'accentuer bien évidemment peut-être à Aïssa sur la loi sur les associations et toutes les libertés politiques en Algérie. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Merci mon ami Mohamed. Oui, je vais faire avec vous. Mais en commençant, je vais dire par quel bout on peut prendre une évaluation sérieuse sur la situation des libertés, des droits de la personne humaine en Algérie. Une analyse rétrospective de la situation de la société civile depuis pratiquement 89, juste après l'ouverture et après la fermeture. Mais il se trouve que la société civile aussi était à chaque fois embrigadée, emprisonnée dans ce débat bipolaire. Ce n'était pas le terrorisme et les militaires à l'époque qui faisaient la pluie et le beau temps. On est dans une étape, et le flic aussi arrive à cerner, à mettre la société civile dans cet embrigadement. Et à partir de là, quelle est la survie, quelle est la marge de manœuvre que la société civile, que les militants des droits de l'homme peuvent avoir, faire appel aux populations pour exprimer des craintes et alerter l'opinion publique sur des dépassements, sur des dérives probables. Aussi, mon ami Badi, la constitution algérienne, il faut le rappeler à chaque fois, que l'Algérie est l'un des pays qui ont ratifié la plupart des conventions internationales. Que dans la Constitution, c'est dit que les conventions et les pactes, les textes internationaux que l'Algérie a ratifiés, publiés,
الجريدة الرسمية sont supra-constitution. يعلو درجة قوة القانون المواثيق الدولية اللي صادقت عليهم الدولة يعلو على الدستور وعلى التشريع. Ça devient la première force juridique de notre pays. Lors des plaidoyers de nos confrères, des consoeurs et des confrères de la défense, quand on évoque des articles, il y a un texte international que l'Algérie a ratifié, est-ce que ce mécanisme de plaidoyer est aussi respecté dans les cours et les tribunaux algériens? Malheureusement, non. Donc, tout est imbriqué à la fois. C'est devenu un réceptacle d'arbitraire qui est la justice algérienne, qui est le Parlement algérien, qui est la rue algérienne. Donc, le système, parce que aussi la définition de notre pouvoir, il faut se poser la question suivante. Est-ce qu'on est dans une démocratie? Non. Est-ce qu'on est dans une dictature? Non plus. Pourquoi? Parce que les partis politiques de l'opposition participent dans des élections. Ils دخلوا في المؤسسات المنتخبة في مؤسسات الدولة. Ils abandonnent des fois la casquette du militant pour celle de l'élu. Et obéir au code communal et à tous les textes régissant l'Assemblée populaire communale ou l'AYAL ou la PR. Est-ce qu'on est dans une dictature? Non. C'est quoi la définition qu'on va donner au système de gouvernance Notre système n'a pas de couleur politique. Système socialiste, non. L'idéologie est capitaliste, non. Est-ce que l'idéologie est islamiste? Non. Est-ce qu'on a un pouvoir qui est vert? Non. Nous avons un mélange de courants qui traverse des autorités, qui traverse le pouvoir algérien, et la seule des volontés de ce pouvoir, c'est de se maintenir au pouvoir. Donc il faut dire qu'on est dans un état autoritaire. Ce n'est pas que le système qui est paranoïaque, mon cher ami Mahrez, même le peuple et la société civile, on est des paranoïaques, il faut le dire. On est tous, on partage tous la même schizophrénie, la même folie, le même désarroi. On a invité Simon Le Tamrouch à Tizi Ouzou, à une table ronde qui m'a allé, où il a défini le pouvoir et la société civile et l'opposition et le peuple algérien comme c'est l'histoire de l'aigle et du serpent. Le serpent, il a peur de l'aigle. Et c'est la même chose. L'aigle, il a peur de ce serpent. Donc c'est à peu près la même chose. Nous on est le serpent parce que c'est un niveau horizontal. Non, c'est pour définir un peu la relation, la crainte qui existe entre les populations, entre la société civile et le système. Le constat qu'on va faire, est-ce qu'on a avancé dans les revendications identitaires? Est-ce qu'on a avancé dans les revendications socio-économiques? Est-ce qu'on a avancé dans les revendications liées aux libertés individuelles et collectives? On n'a pas avancé. Il faut le dire. On n'a pas avancé. ولات من بعد la logique تاع الطون البحبوحه كما قال السي نور الدين. Il y avait beaucoup d'argent. Donc on ouvre un peu les espaces de liberté. تنفسوا شويه. دراهم كاين l'octroi des visas à un certain nombre très important d'Algériens. يمدوا لنا les visas. قال vas-y تحوش شويه. C'était fermé les années 90. روح تحوش شويه. La crise économique s'installe. Et là, les luttes et les revendications socio-économiques vont commencer. Ils vont fermer davantage. Et les outils, les mécanismes dont ils disposent, c'est la loi. Avec la loi sur les associations, la loi 06-12, c'est l'épée de Damoclès qui est sur la tête des associations, des syndicats aussi, des groupes sociaux, des comités de village. Au fin fond de la Kabylie, on a des comités de village, ou là ailleurs en Algérie. Ces comités de village, ils sont dans une situation irrégulière par rapport à la loi. Donc le saut de l'interdit, le saut de l'annulation, le saut de la négation de ce mouvement social, et là, il est représenté par la loi 06-12, qui est la loi relative aux associations. Donc, on ne peut pas dissocier sincèrement l'état de droit, démocratie et liberté. On ne peut pas les dissocier. C'est des concepts qui s'entremêlent, qui se foisonnent bien. Le mal des familles de disparus, c'est le même problème qu'a le Rassemblement Action Jeunesse et la Ligue et autres syndicats. Donc réellement, même au niveau des associations du mouvement de la société civile, il faut le dire, il y a aussi des manquements.
Il y a aussi des mouvements de notre part où on n'a pas le temps, on est des petits paresseux, on est blasé. Hakim Mazal, il est là, il est sur tous les fronts, mais au fond de lui, dans son cœur, dans son âme, c'est quelqu'un qui est fatigué, c'est quelqu'un qui est blasé. Quel est le constat qu'on va faire sur les libertés? À part ces petits espaces où l'on respire ensemble, où l'on se voit. Ça me rappelle aussi le cycle de vie des porcs épiques. C'est un peu ça. Le philosophe Bergson avait exprimé trop bien le cycle de vie des humains par le cycle de vie des porcs épiques, qui, en période d'hibernation, se font très mal, qui le trou parce qu'il y a un froid glacial. Ils se piquent bien, ils se font très mal. Ils se relâchent pour respirer, pour échapper à la douleur de son voisin, de son frère, porteur de pique. Le froid les rattrapera. Ainsi dure le cycle de la société civile. Bien sûr, même le mal et le monde qu'il est en nous. Je m'arrête à ça et je m'arrête là. Je vous remercie. Avant de passer la parole à Madame Nassera Youssef, je vais en parler aussi sur l'expérience de la SOS disparue concernant les manifestations, les libertés de manière générale. Et vous connaissez un petit peu les conditions historiques qui ont donné la naissance du pouvoir algérien. C'est des conditions qui n'ont rien à voir ni avec les droits de l'homme, ni avec la démocratie, ni avec la légitimité. Qui fait aujourd'hui, nous vivons une crise d'État-nation. Et l'État-nation, malheureusement en Algérie, c'est une question je dirais, qui n'est pas encore, disons, instaurée. Nous sommes dans un État-pouvoir. Je donne la parole à Madame Nassera Youssef, présidente de SOS disparu. أنا أشكرك مرة أخرى الأخت ناصرة أنك منحتنا لنا المقر من أجل هذه الندوة. الأخت ناصرة سوف تتحدث عن إشكالية الحريات وتجربة الأسواس ديسبارو فيما يخص مسألة الحرية في التظاهر وحرية التجمعات إلى آخره. Malgré qu'elle est malade et très malade, je tiens à ce qu'on lui laisse cet honneur d'avoir présidé SOS Disparu pendant près de 20 ans maintenant, et elle était toujours debout au rassemblement, elle était là, elle préparait ses photos, elle préparait ses réunions, elle appelait les membres, où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites, et il y a les rassemblements. En parlant de liberté, elle a été la première à qui la police l'a frappée, elle a eu le bras cassé, donc petite pensée à ma mère qui malheureusement est très affaiblie. Et je voudrais revenir sur une information qui m'a frappée ce matin, qui m'a frappée quoi. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit à cette interdiction. Ce matin en arrivant, je regardais la presse et je vois que les activités de la ADDH Béjaïa ont été interdites par le Wali. Moi je ne m'attendais pas du tout, je me suis dit que c'est la région, on va laisser. Puis en plus, c'était dans des universités. Pour moi, l'université est un lieu privé, même si ça appartient à l'État, c'est un lieu privé. Donc, normalement, il n'y a pas à demander les autorisations et il n'y a pas à interdire. On ne peut pas interdire une activité qui est dans la loi dit ça, dit qu'on ne peut pas interdire une activité qui est dans un loi, et corrigez-moi si je me trompe, qui est dans un lieu privé. Ils ont joint à cette information, communiqué, oui, enfin, la réponse du Wali où il dit nous émettons un avis défavorable à ces réunions. Donc, je m'adresse aux avocats. Est-ce que le Wali doit interdire? Pourquoi il ne prononce pas interdiction? Est-ce que le Wali est là pour émettre un avis? Est-ce qu'on lui demande d'émettre un avis ou pas? Parce que si c'est émettre un avis, bon, je m'en fous de ton avis, je m'en fous, tu en fais ce que tu veux de ton avis, moi je vais faire ma réunion normalement, puisque c'est ton avis. Tu donnes un avis. Il n'a pas dit interdire, il a dit j'émets un avis. Donc la loi dit qu'on demande une autorisation, le Wali, l'administration peut refuser ou truc. Donc il faut se poser la question, pourquoi le Wali émet un avis défavorable au lieu de dire j'interdis cette réunion? Et je parle de ça parce que ça me rappelle qu'en 2007, nous, on avait organisé avec d'autres associations, au nom de la coalition des associations des victimes des années 90, on avait organisé un séminaire, un gros séminaire qui devait se dérouler sur 2 jours à l'hôtel Mercure, intitulé Séminaire pour la vérité, la paix et la conciliation. On avait invité des personnes qui ont été membres des différentes commissions Vérité et Justice ou Vérité et Réconciliation ou autres à travers le monde, ou comme le Rwanda, les gachacha, on avait les gachacha et les tribunaux spéciaux, hybrides. On était une coalition d'associations, donc la majorité l'a emporté sur ma non-volonté de demander l'autorisation aux autorités. Je dis non, on fait le Mercure. C'était un lieu privé.
On a été discuter avec le directeur il a dit non, moi je connais pas cette histoire d'autorisation. Donc pourquoi est-ce que je fais des séminaires? Il m'a montré le programme, je fais des séminaires, mes salles sont louées tous les jours pour des séminaires, pour des conférences, pour des choses comme ça. Je ne demande pas d'autorisation. Donc la majorité l'a remporté et nous avons quand même demandé l'autorisation. Et à la veille du séminaire, à 9h exactement du soir, on reçoit un fax, pareil, mais celui-là est en arabe. J'avais pas trop bien compris le sens à l'époque, mais là ce matin quand j'ai vu le papier, enfin en arabe moi j'avais compris qu'il disait je ne vous conseille pas de faire ce séminaire. Nous on n'a pas demandé son avis, on demandé si on est autorisé ou pas, donc on a été quand même à l'hôtel Mercure le matin. Malheureusement on a vu ce qui s'est passé, des hauts gradés avec des étoiles, je connais pas leur grade, mais tu vois, le commissaire d'Al-Beida qui était là, les RG qui nous surveillent, d'ailleurs Madame Boucher elle est là, elle est arrivée le matin, elle me dit Morada Wahna, ça sent le roussi. Morad est un des renseignements généraux qui nous surveille depuis des années. Hamid est là, Morad est là. Donc après, on voit arriver le commissaire d'Al-Beida. Il vient vers moi directement. Madame Dutour, vous n'avez pas été autorisée à faire ce séminaire, à tenir ce séminaire. Il me sort le papier de sa poche, la copie du papier, et il me dit non, voyez, la Wali vous a interdit de faire ce séminaire. Je lui dis, je suis désolée, moi si je comprends bien, c'est que la Wali a émis un avis, il ne m'a pas interdit. Il me dit, Madame Dutour, ne jouez pas sur les mots. Là, c'est le commissaire d'Al-Beida, commissaire divisionnaire d'Al-Beida. Ne jouez pas sur les mots. Je lui dis, non, je ne joue pas sur les mots. Le Wali a émis un avis, mais moi, je ne lui demande pas de me conseiller ou de ne pas me conseiller. Moi, je lui ai demandé l'autorisation. Après, quand même, ils ont amené la police, les gendarmes, le truc, tout tralala. Et ils ont réussi quand même à nous sortir de l'hôtel vers 11h. Il m'a dit, on ne sort pas, on reste là. Il y avait Maître Bouchachi, il y avait Nordé, je ne sais pas si c'était là à l'époque, tout le monde, toute la ligue était là. Donc on a dit, on sort pas, on s'impose, on reste là. Et puis finalement, ils ont réussi, ils ont éteint les lumières, ils ont enlevé les câbles, ils ont retiré la pause café, ils ont tout fait le ménage, ils nous ont laissés dans le noir. On est allé chercher des bougies avec Maître Ali Abdelnor et les autres associations. On s'est assis à la tribune, on a commencé à faire notre séminaire quand même. Mais bon, il y avait trop de bois avec la police qui était au milieu à essayer de faire sortir les gens. Et puis finalement... Et finalement, on a cédé. Sur le séminaire qui était interdit, je pense, le dernier. Ouais, je crois qu'il y a une photo là. Ah oui, là, avec les bougies là-bas, ouais. Donc finalement, on a cédé, on est parti et on est descendu à la Maison de la Presse et on a fait notre conférence dans la cour de la Maison de la Presse. On s'est introduit rapidement avant qu'ils nous empêchent de rentrer et ça a fait beaucoup plus de bruit que s'ils nous avaient laissé faire. Si on avait fait ce séminaire, peut-être aucun journaliste serait intéressé à nous. Ça a fait un boom international dans Washington Post, dans des journaux turcs, on a été cité dans la presse internationale. Pourquoi? Mais c'était un hasard. Parce que la veille, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, celui qui a dit que l'Algérie était maison de verre, Bdjaoui, était à Paris pour signer la Convention internationale contre les disparitions forcées. Le 6 février. Et nous, notre séminaire, c'était un hasard et se tenait le 7 et le 8 février, juste le lendemain. Et donc, la presse s'est emparée de cet événement en disant que le ministre signe la convention à Paris, dans une cérémonie, et le lendemain, les familles disparues sont interdites de séminaire. Je reviens et après, j'espère qu'on pourra répondre à ma question. Est-ce que le Wali a le droit d'émettre un avis sur une autorisation qu'on lui demande? Pour SOS Disparu, nous, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais on s'est imposé sur la scène nationale et sur la scène internationale. Ça a été très dur. En août 98, on a fait notre premier rassemblement des familles disparues. Ça a été la surprise pour les autorités algériennes. Deuxième rassemblement, ça a été encore la grosse surprise parce que les familles arrivaient de partout. Troisième rassemblement, je crois que là, ils ont commencé à devenir méchants. C'est là où ma mère a été frappée et cassé le bras. Troisième rassemblement, ils ont commencé à être méchants. Et plus ils étaient méchants, et plus on en parlait dans la presse, et plus les familles disparues apprenaient qu'il y avait ce rassemblement, et plus elles affuyaient de partout. On les voyait venir de groupe par groupe, le groupe Tabou Farik, le groupe Tablida, le groupe Al-Rba, le groupe Ma'alma, le groupe, et ainsi de suite. À un certain moment, ils sont devenus tellement méchants qu'ils nous ont apporté les jets d'eau, les camions à jets d'eau, et nous ont aspergés, ils nous ont dispersés avec les jets d'eau. Mais on s'est imposé, on a tenu bon. Malgré qu'au niveau national, on nous considérait, comme les journaux avaient titré à l'époque, les familles des égorgeurs manifestent dans la rue, en 98. Et on s'est imposé, il y avait des personnes qui passaient par là, qui nous crachaient dessus, et on s'est imposé, on a tenu bon, on est resté pendant plus de 10 ans à cet endroit-là.
à cet endroit tous les mercredis. Et ils ont fini par céder eux-mêmes, mais pas avec perte et fracas, bien sûr, on s'est imposé, mais aussi on a interpellé les Nations Unies. À chaque fois qu'on avait été tabassé, on a interpellé les Nations Unies. J'ai emmené des maires à Genève, on a fait la tournée des mécanismes, on a dénoncé la violence de la police envers les maires de disparus. C'est comme ça qu'on a réussi à s'imposer, et puis finalement, au bout de quelques années, ils ont réussi à nous laisser faire. On a réussi à ce qu'ils nous laissent faire, mais on était bien entourés. Sur le plan national aussi, les associations, et entre autres beaucoup les associations de défense des droits de l'homme, pour ne pas les citer, nous regardaient d'un œil vraiment de travers, en nous considérant que nous étions des familles. Pour certaines, c'était s'ils n'ont pas fait quelque chose, s'ils ont été arrêtés, c'est qu'ils ont fait quelque chose. Donc forcément, ils sont terroristes. Mais je suis désolée, il y a la justice on ne peut pas faire vengeance soi-même. Donc on a fait du porte-à-porte, aller voir toutes les associations, doucement. J'ai été reçue dans une association que je ne citerai pas, on m'a fermé la porte au nez. On a commencé avec des amis qui nous ont aidés, qui nous ont introduits, et puis voilà. Pendant des années, ça a été un dur travail, mais on a réussi quand même à changer le regard de l'Algérien vis-à-vis de nous. Changer le regard et expliquer, à faire comprendre aux gens que s'ils ont fait quelque chose, c'est la justice qui doit décider. Vous me direz, la justice, même pour revenir à l'avis des favorables, pas favorables, la justice algérienne, qu'est-ce qu'elle vaut ? Oui, mais si on ne s'adresse pas à la justice, ben la justice, ça sera toujours la même. C'est comme ce pouvoir qui est en place. Si on le laisse tranquille, ben il dort tranquille. Hein. Alors, il ne va pas lui-même se déloger, hein, comme dit Abdel Wahab. Peut-être que si j'étais au pouvoir, je le garderais aussi. Si on fait pas, on n'active pas, si on n'agit pas, si on se mobilise pas, si on se s'unit pas, parce que c'est l'union, ben ce pouvoir restera en place et l'Algérie et la justice ne sera jamais indépendante. Donc nous, on s'adresse à la justice toujours. Aujourd'hui, ils nous répondent que la charte a réglé tous les problèmes, que là, ce n'est plus le rôle de la justice. Eh bien, on a saisi le comité des droits de l'homme. On n'a pas encore de constatation du comité. Mais j'ai saisi le comité des droits de l'homme des Nations Unies, j'ai saisi la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, j'ai dénoncé publiquement à plusieurs reprises, que ce soit au Palais des Nations, que ce soit à la Commission africaine, toute cette violence envers les mères de disparus. Pour revenir à l'action de Béjaïa, un programme d'une semaine, il n'y a aucun mot sur les familles de disparus. On n'a pas été contacté pour nous donner une tribune où on peut venir s'exprimer et parler avec la population algérienne, faire un débat autour de la question des disparus. C'est le manque de solidarité entre nous qui fait que c'est la division qui fait qu'il n'y en a pas le rapport de force. Il n'y a pas ce rapport de force. Et ce rapport de force, il faut le créer. Pour le créer, il faut lever les animosités, toutes les divergences qu'il y a entre nous. Oublier notre ego, oublier tout ça. Essayer d'avancer, pas de reculer. Là, on recule. Au niveau international, tout le monde dit que la société civile algérienne est très affaiblie, donc on ne travaille plus. Même les bailleurs disent on ne peut pas entrer en Algérie, on ne peut pas acheminer l'argent, la société civile est affaiblie, ils sont divisés. Donc on ne travaille plus sur l'Algérie, on va travailler avec d'autres pays où on peut entrer, où on peut acheminer l'argent et tout ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je le répète et je le répéterai toujours, il y a les séquelles des années 90. Ces séquelles-là qui sont encore des plaies ouvertes. Et on l'a vu quand on avait fait les manifestations dans le cadre de la coordination nationale pour le changement et la démocratie. Quand on sortait dans la rue, vous l'avez vu, les gens nous disaient donc il y a cette crainte dans la société civile, dans la société en général en Algérie, chez l'Algérien. Vous avez vu les photos qu'ils ont montrées le mois dernier, en octobre, parce que le ministre avait fait son discours en disant qu'il fallait serrer la ceinture encore une fois. Il ne faut pas manger de yaourt. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui mangent des yaourts? Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui mangent du fromage? Il ne faut pas manger lui, peut-être il va à Paris chercher son fromage. Mais les Algériens ici, la viande une fois par mois et encore. Donc il dit de serrer la ceinture. Il y a encore ces séquelles des années 90 qu'il faut, soigner, il faut soigner. C'est pour ça que la vérité est importante et fait partie de l'état de droit, parce que tant qu'on n'aura pas réglé ces problèmes des années 90, les gens, ils n'ont plus confiance, plus personne n'a confiance. C'est pas seulement la paranoïa, c'est une confiance. Il y a cette crainte dans la société, il y a cette crainte de se faire encore manipuler et cette crainte de se faire encore embarquer comme ils ont embarqué des jeunes dans les maquis, comme les autres qui sont disparus, comme ceux qui sont morts dans les victimes du terrorisme qui sont morts. Et là, je vois qu'il y a une dame qui est là, qui est arrivée, Madame Boualia, qui a son mari qui a été égorgé dans le massacre de Raïs, sa belle-fille, 14 membres de famille, عندها بنتها داوها الإرهاب وقالوا لا قتلناها ودفناها هنايا وعندها وليدها disparu, il était policier et qui est disparu. Donc vous voyez, la famille algérienne,
ce qu'elle a subi, tant qu'on n'a pas réglé ce problème, on n'avancera pas. On ne pourra pas avancer. Merci beaucoup, Nassera. Un bon témoignage, je dirais un témoignage quand même historique. J'espère bien qu'il a été enregistré parce que c'est très important effectivement de connaître un petit peu l'itinéraire de cette association nationale disparue. J'en suis sûr et certain que c'est pratiquement les mêmes expériences, la même répression quotidienne qu'a vécu plusieurs associations, que ce soit à Alger ou ailleurs, au-delà, à Tizi-Ouzou, à Tlemcen, à Bilzen, etc. La répression, les interdictions, elles sont multiples. Je peux dresser tout un tableau en parlant du café littéraire, en parlant des libertés d'opinion, en parlant des Ahmadites, en parlant des Kakaria, en parlant de toutes ces associations qu'on empêche de s'exprimer librement, en parlant bien sûr de Slimane Bouhafs, que j'ai une pensée pour lui, à Douat Timazo, et à tous les activistes actuellement poursuivis en justice ou qui sont emprisonnés, ou à d'autres liberté d'opinion, de pensée, etc. Dans un dernier salon du livre, on interdit à des intellectuels d'intervenir, on interdit aux associations et aux syndicalistes de faire des marches à Alger, ce qui explique effectivement, comme je viens de le dire, qu'en 2017, nous posons la même question qu'on a posée en 1962, c'est-à-dire la question des libertés, des droits de l'homme, et la question de démocratie, et la question de citoyenneté, etc. Il y a une démocratie de façade, ça c'est clair. Il y a une dictature, je ne dirais pas douce, mais c'est une dictature aussi de façade. Mais ce que je peux vous dire, que nous sommes encore très loin par rapport à la mise en place d'un état de droit et d'un état de liberté ou d'une société de liberté. Les exemples, ce n'est pas ce qui manque. Je suis Hossein Hassani, je suis enseignant universitaire, chercheur en économie. En fait, je suis un observateur concernant les questions relatives aux droits de l'homme et les questions politiques. Bon, je m'y intéresse et je suis sympathisant des différentes luttes, des différentes synergies particulièrement présentes ici. En fait, les différentes communications que j'ai eues à écouter comme il se doit, elles sont très riches. Et d'ailleurs, je tiens à saluer les différents intervenants. Et je suis persuadé que, en principe, tout le monde est unanime sur un constat et état des lieux qui est vraiment amer. Certainement, je rejoins le collectif. En fait, je vais essayer peut-être de réduire l'état alarmant ou bien de voir juste toujours pessimiste. Certes, la voie, du moment que tout le monde déjà est là, il y a une certaine coordination, des espaces pareils que même si elles se rétrécissent davantage, comme tout le monde le disait, nous devons rester vigilants et au moins préserver les espaces déjà existants. J'ai deux questions peut-être complémentaires et qui sont inspirées des interventions de notre camarade du Raj d'abord et de vice-président qui est Aïssa Rahmoun. Concernant déjà l'implication de la société dans le débat politique et concernant les droits de l'homme. Certainement, cher ami Mahrez appelle le pouvoir paranoïaque pour des multiples raisons. Maître Rahmoun le réplique comme quoi c'est tout le monde qui est paranoïaque, y compris la société, y compris le pouvoir. Moi, je suis d'accord par le principe. La responsabilité est vraiment partagée. Parce que je constate, même si en tant qu'observateur, je n'ai jamais milité dans n'importe quelle organisation politique ni de droits de l'homme. Bon, j'étais dans le mouvement associatif universitaire et ce mouvement associatif lorsque j'étais étudiant, certes, mais je n'ai pas une vision vraiment profonde sur l'exercice politique d'une façon globale. Donc, ceci dit, la responsabilité est absolument partagée parce qu'il y a une indifférence radicale dans l'implication de la société civile et notamment les jeunes. Donc ici, je m'adresse à M. Abdelwahab du Raj, c'est quelles sont les raisons profondes de cette indifférence, particulièrement des jeunes, et quelles sont les voies peut-être à l'horizon, la perspective qu'on doit entamer pour au moins gagner le terrain, parce que ça se joue sur les rapports de force. Le pouvoir, Abdelwahab qui disait, c'est lui qui atteint le pouvoir et il essaie par tous les moyens de le préserver. Ça, c'est une logique, même dans les démocraties les plus développées. Donc, le terrain s'arrache, les libertés s'arrachent. Rien n'est donné gratuitement. Donc, il faut gagner ce terrain par l'implication, au moins essayer de convaincre les éléments
de la société civile, particulièrement les jeunes qui constituent la masse de notre société. La plus grosse part de la population algérienne est constituée et composée de jeunes. Alors qu'on voit, il y a une indifférence totale, il y a même si on dit une certaine conscience, je n'appelle pas une conscience parce que c'est tout le monde, voilà, puisqu'il faut associer ces jeunes qui n'ont pas un projet réellement, on dit consciente, mais alors qu'en profond, il n'y a pas, c'est juste le verbal. Et là, je pense que le texte de loi existe, même certaines ouvertures médiatiques maintenant, on va sur le champ si on suffit comme il se doit sur ce qui passe dans les médias, on dirait que c'est tout le monde qui s'oppose à ce qui se passe, mais la réalité dans les élections, par exemple, c'est tout à fait le contraire. Et je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Hassim. Donc la parole, on respecte toujours les 5 minutes, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Bonjour, monsieur le magistrat. Et je remercie ce matin les différents intervenants, parce que j'ai pu constater qu'il y a eu une politique de constat d'état et de constat des lieux. Maintenant, les perspectives nouvelles, quelles sont les perspectives qu'on doit adopter dans le futur, étant donné qu'on sent qu'il y a une sorte, je remercie ce qui a été fait, mais on sent qu'il y a une certaine démobilisation. On le sent au travers de tout le travail qui se fait, ou du moins qui ne se fait pas. Ce n'est pas un reproche, mais mon constat personnel. La Ligue algérienne des droits de l'homme qui est scindée en différentes ailes, ça c'est un grand désastre pour toute la communauté algérienne. Il serait souhaitable qu'il y ait une refonte et une réunion de toutes ces différentes, de ces différentes parties, parce qu'on parle de solidarité, de droits de l'homme, donc il faut qu'il y ait quand même un certain consensus pour arriver à reconsolider ce qu'il y a eu. Je reviens à un cas personnel qui m'est arrivé. Bon, je ne suis pas peut-être pour certains inconnu autant que cela. Mon affaire qui a connu de grands déboires, et ce à partir de l'année 2003, où je me suis adressé à une certaine Ligue des droits de l'homme qui faisait dans la défense sélective. Dans la défense sélective, je le dis gravement, et par la suite, ces représentants ont essayé d'invoquer d'autres raisons en créant d'autres polémiques comme quoi je les ai insultés. Et même son représentant personnel m'a exigé de l'argent alors que je suis démuni depuis 14 ans. Ça a atteint un certain concept où je lui ai complètement... J'ai dû remettre les points sur les i avec les membres du Conseil fondateur des droits de l'homme. Je me suis adressé à l'autre, elle, qui m'a invité, dont je remercie vivement ce qu'elle a fait pour moi par le biais de ses défenseurs. Mais mon reproche est toujours est-il que récemment, j'ai constaté qu'un mouvement estudiantin a fait l'objet d'une agression. Des étudiants ont fait l'objet d'agression et c'est sur là que je vais construire. Récemment, des étudiants de Bab Zouar ont été agressés au niveau d'un bus, que ce soit des hommes ou des femmes. Le plus regrettable, depuis tout à l'heure on parle, c'est que c'est des étudiants, c'est le meilleur terreau d'investissement de notre déclaration des droits de l'homme, elle et le milieu scolaire. On n'attend pas à ce que l'État s'engage à mettre des modules. Non, c'est que la Ligue, pas uniquement que préside monsieur, mais la Ligue en général, je parle de la Ligue algérienne des droits de l'homme, doit investir sur le milieu scolaire et le milieu universitaire, qui est le meilleur terreau dans un futur proche pour avoir de meilleures perspectives. Parce qu'on va trier. Et c'est comme ça qu'on va former des gens sur le concept politique, le concept de liberté et le concept de droits de l'homme. Voilà.